Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Kevin Malacarne, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis effectivement infirmier libéral depuis 7 ans. Et plus spécifiquement, je suis le fondateur et le gérant du cabinet Action Soins Infirmiers, qui est un groupement d'infirmiers libéraux. Je vais vous en parler un petit peu plus tout de suite. Et on va discuter de la douleur provoquée par les soins en exercice libéral. Le bilan de l'étude clinique que nous avions effectuée il y a 2 ans, en 2014, et les perspectives dans ce domaine. Alors, je vais vous faire un petit rappel du contexte libéral en France. Il faut savoir qu'on pense qu'il y a 600 000 infirmiers diplômés d'État en France. C'est une approximation, on pense que c'est à peu près ça. Donc, c'est en augmentation depuis quelques années. Et ce qui est surtout en augmentation, c'est le nombre d'infirmiers libéraux, car depuis 6 ans, on a quasiment doublé le nombre d'effectifs d'infirmiers libéraux. On est passé de 55 000 en 2010 à 100 000 infirmiers libéraux en 2015. Sur les chiffres de l'année dernière. Donc c'est une augmentation assez importante qu'on peut comparer à la diminution du nombre de médecins libéraux en ville. Alors, c'est une répartition qui est assez hétérogène, vous le savez sûrement, on le connaît, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs du territoire où il y a une densité d'infirmiers par nombre d'habitants qui peut être 5 fois supérieure à celle d'un autre territoire. Alors c'est chose qui est un peu moins le cas, enfin, en tout cas en voie d'amélioration depuis 2012, parce que vous savez que les infirmiers libéraux, sur certains territoires surdotés, ne peuvent plus s'installer librement, et à contrario, sur certains secteurs qui sont sous-dotés, eh bien, il y a une aide à l'installation par le gouvernement. Alors pour parler spécifiquement de Paris, parce que c'est la région qui me concerne, eh bien, il faut savoir que Paris est considéré en médecine générale, comme, dans certains arrondissements, comme un désert médical, en particulier dans les arrondissements du nord et de l'est parisien, en médecine générale. Donc il y a des grosses hétérogénéités intramuros. Il faut savoir que les infirmiers libéraux, ça représente une dépense de 6 milliards d'euros par an, avec une augmentation de 6%, une augmentation annuelle de 6%. Alors, le groupement d'infirmiers, c'est un groupement d'infirmiers libéraux réparti sur tout Paris. Il y a 60 infirmiers libéraux qui réalisent environ 700 actes quotidiens. Tout type de soins infirmiers confondus, donc des soins du rôle propre et du nursing jusqu'à la perfusion et la nutrition entérale et parentérale. Voilà, alors évidemment tous les types de soins infirmiers, ça veut dire qu'il y a des soins qui sont très variables en termes de durée également, c'est-à-dire qu'on va avoir des soins qui vont quelquefois durer juste 5 minutes, je prends l'exemple d'un anticoagulant classique, et puis des soins avec par exemple des toilettes à domicile, avec des pansements associés qui peuvent durer presque 1 heure. Voilà, une tournée de soins infirmiers en moyenne, chez nous en tout cas c'est 24 patients, parce qu'on a des équipes du matin et des équipes du soir. Voilà, en général un peu plus pour les cabinets plus classiques qui travaillent matin et soir. Voilà. Et en fait, la possibilité d'avoir un groupement d'un nombre de patients important, ça permet de réaliser des études statistiques significatives. Et ce qu'on a réalisé en 2014, donc avec le CNRD en partenariat, on a pu inclure en fait 114 patients par 11 infirmiers et répertorier 299 actes infirmiers. Le but en fait, de l'étude, c'était pour chaque soin de mesurer la douleur avec une cotation EVA classique que vous connaissez, et afin d'illustrer quelles étaient la douleur induite par les soins en fait, assez facilement. Alors ce que ça montrait cette étude, c'est que l'âge moyen des patients était de 76 ans, voilà, que les 2 tiers des patients représentaient des pathologies chroniques, et résultat qui pourrait paraître assez encourageant au départ, c'est que 80% des actes étaient peu douloureux. Ça veut dire qu'ils avaient une EVA inférieure à 3. Voilà, mais ça veut dire qu'il y a quand même 10% des actes qui sont douloureux, et il y a 11 actes, donc à peu près 5% des soins qui sont très douloureux. Alors, ça veut dire qu'en moyenne, une infirmière peut réaliser, sur une tournée en moyenne, peut réaliser un soin dans une journée qui va être très douloureux. Alors, ça peut paraître peu, mais c'est quand même trop. Alors, la douleur induite par les soins. Alors, la douleur induite par les soins, c'est classiquement un excès de nociception, une stimulation trop importante des fibres nerveuses douloureuses, et elle recèle également une importante composante émotionnelle, vous savez, psychogène, émotionnelle et psychogène, et qui va être causée par différents facteurs. Alors, le vécu du patient, sa culture, son âge, ses antécédents médicaux, la chronicité du soin, voilà, différentes choses.
La douleur induite par le soin, c'est une douleur qui est aussi relativement brève, qui va durer le temps du soin, en fait. Mais c'est une douleur qui va être potentiellement intense et anxiogène. Alors, les exemples de soins, ça va être, pour les soignants, vous le savez, ça va être les pansements avec détertion. C'est des patients qui peuvent avoir très mal lors de leurs soins, avec des méchages en particulier. Ça va être tous les soins infirmiers de type sondage, je pense au sondage urinaire en particulier, les injections, certaines injections, certaines ablations de fils quand la peau a commencé à se refermer et d'agrafe peut-être encore plus. Et puis aussi les retraits de drains qui peuvent être très douloureux. Mais aussi, on y pense peut-être un peu moins, aussi tous les soins de nursing avec des mobilisations douloureuses. Alors, traiter la douleur induite, eh bien, il faut une prise en charge de la douleur induite, et pour ça, il faut une double prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge la douleur de fond, parce que souvent, des patients qui ont des soins, c'est souvent dans un contexte pathologique, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une douleur à la base liée à leur pathologie. Donc, il faut prendre en charge cette douleur-là. Ça, en général, on le fait. Je vais y revenir. Mais par contre, il faut aussi prendre en charge la douleur induite par les soins, la douleur brève. Et ça, c'est parfois un peu moins le cas. Alors, quels sont les traitements? On les connaît, on en a parlé tout à l'heure avec le professeur Hannequin, les moyens non médicamenteux. Alors, je reviens rapidement dessus. C'est évidemment la posture de votre patient, le mettre dans une situation aussi de maximiser en tout cas la détente, et puis éventuellement aussi utiliser des moyens de détournement de l'attention. On les a vus tout à l'heure avec les petits buzzies, là, ou ce genre de petites choses, ou des petites tapes, tout ça. Ça marche bien aussi. Il s'agit de techniques à utiliser de façon systématique qui vont potentialiser l'approche médicamenteuse pour une prise en charge antalgique qu'on dit multimodale. Voilà. Et c'est vrai, il est rarement impossible de ne pas les utiliser. Alors, les traitements médicamenteux, évidemment, c'est les antalgiques, vous les connaissez, les paliers 1, 2 et 3 de l'OMS, et les anesthésiques locaux qui relèvent, par contre, tous d'une prescription médicale. Donc, vous connaissez, sur le palier 1, ça va être le paracétamol, mais sur une douleur induite par les soins, ce n'est pas très efficace. Prendre un Doliprane pour un sondage urinaire, ça ne marche pas terrible. Alors, le tramadol, ça peut être pas mal, ça c'est du palier 2, mais c'est une longue durée d'action. Et puis, la morphine, c'est efficace, mais il y a une hostilité quand même, qu'on voit dans l'étude d'ailleurs, des prescripteurs, et en particulier pour les problèmes de surveillance. Parce que vous savez qu'en libéral, il n'y a pas de surveillance derrière, c'est-à-dire que le patient est laissé tout seul. Et donc, sur des médicaments comme la morphine, c'est des molécules de palier 3, et bien ça peut être un petit peu une réticence pour le prescripteur d'en fournir. Et alors, il y a aussi les anesthésiques locaux. On connaît le patch de lidocaïne. Et puis également les sprays de lidocaïne qui peuvent être efficaces, en particulier sur les pansements, avec méchage. Alors, et puis le méopa. Alors, le méopa, c'est le protoxyde d'azote, donc vous savez, c'est un médicament qui existe depuis 1830, mais qui en libéral n'existe pas. Le protoxyde d'azote est pourtant efficace, vous le savez, à l'hôpital, il est facile d'utilisation, il y a une courte durée d'action, il est peu risqué, donc il pourrait avoir beaucoup d'atouts. Malheureusement, en libéral, c'est pas possible, ça n'a jamais été le cas encore, et je pense que c'est dommage, je vais y revenir dans les conclusions. Alors, voilà, la douleur liée au soin en libéral, elle est souvent oubliée. Alors pourquoi? Parce que souvent le prescripteur n'est pas présent pendant le soin, donc il y pense peut-être un petit peu moins. Peut-être aussi parce qu'on a le sentiment, l'infirmière ou l'infirmière va avoir le sentiment d'être démunie face à ça, parce qu'elle manque de moyens. Et puis aussi, peut-être parce qu'on a tendance à banaliser le soin et faire une parenthèse d'empathie, comme on en parlait aussi dans la journée. Voilà. Alors, du coup, les différents obstacles, ça va être les obstacles logistiques, c'est vrai, parce que je tendance à préconiser le méopa, mais c'est vrai que c'est un obstacle
logistique. Il y a une bouteille, il faut la porter, il faut l'amener à domicile. Quand on est au 5e étage sans ascenseur, ça peut vite se révéler compliqué. Et puis les obstacles aussi, c'est de ne pas avoir de prescription médicale. Alors surtout quand on est dans des secteurs où il n'y a pas de médecin, où les médecins ne sont pas joignables, avoir une prescription médicale, ça relève quelquefois du parcours du combattant. Donc du coup, forcément, ça limite les choses. Et puis, parce qu'il n'y a pas de protocole de prise en charge, comme on peut les connaître dans les services hospitaliers. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aussi pas de surveillance derrière, c'est-à-dire qu'on laisse le patient seul à domicile. Alors les propositions, les pistes d'amélioration, eh bien, oui, je ne l'ai pas évoqué, ça peut être éventuellement, parce que vous savez que la prise en charge de la douleur n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une cotation spécifique pour l'homéopathie, et si un médecin généraliste décidait d'acheter une bouteille, eh bien, ce serait assez frais, il ne pourrait pas le faire rembourser ou augmenter le tarif du soin. Voilà, c'est les outils thérapeutiques, ils existent. Mais beaucoup, en fait, sont inaccessibles aux IDEL, faute de protocole disponible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour avoir un protocole, il faut avoir un médecin. Et nous, en général, les infirmiers libéraux, on est en lien avec les médecins généralistes. Et dans les milieux urbains, comme nous, on est à Paris, c'est peut-être différent dans les milieux ruraux, parce que vous connaissez, les infirmiers libéraux connaissent peut-être plus les médecins généralistes. Mais nous, il y a 1000 médecins généralistes à Paris, impossible de les connaître tous. Et donc, chaque médecin généraliste va avoir sa façon d'exercer, et puis ne va pas savoir comment mettre en place un protocole. C'est vrai que ces protocoles-là, ça nécessite comme une certaine expertise, et c'est peut-être plus les médecins des réseaux douleurs qui pourraient là-dessus avoir une utilité peut-être par rapport à ce type de protocole de prise en charge de la douleur. Le problème, c'est que ces médecins des réseaux douleurs, en fait, ils n'ont pas le droit de prescription. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu, enfin, à mes yeux en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça paraît un petit peu bizarre parce qu'on a des médecins qui sont spécialistes, qui sont là, disponibles pour nous, qui peuvent venir sur le terrain, mais qui n'ont pas le droit de prescrire, et qui ne peuvent pas utiliser de protocole. Et alors, du coup, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un point que je souligne dans ma diapo. Et puis je parle aussi des infirmiers cliniciens, parce que c'est vrai que la dernière loi santé, on en a parlé beaucoup pour les remboursements, tout ça, mais il y a un article qui est intéressant, qui prévoit la mise en place des infirmiers cliniciens. Alors vous savez, les infirmiers et les infirmières cliniciennes, c'est des infirmiers qui ont la capacité, après une reprise d'études, d'avoir une délégation d'actes, et du coup, qui pourrait, eh bien, éventuellement, sur des spécialisations sur la douleur, pourrait épauler ces médecins des réseaux. Enfin, bon, ça, c'est l'avenir, mais c'est prévu par la loi de santé. On attend donc les décrets d'application. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, en tout cas, ce qu'on veut plus voir, c'est des patients qui envoient des SMS comme ça, parce qu'ils ont un petit peu peur de leur infirmier qui va arriver, parce surtout qu'ils appréhendent le soin qui va arriver. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt des infirmiers, des patients qui vont avoir ce type de réaction pour leurs proches. Voilà. Merci de votre attention.